Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mes origines. Mes deux parents sont d'origine alsacienne. Mon père, Charles Oberlin, est un protestant de la vallée de Münster, et ma mère Marie Fuchs, une catholique des environs de Strasbourg. Un jour, chacun de leur côté, ils décident de s'installer à Paris où tout naturellement ils se rencontrent dans un bal alsacien. Coup de foudre pour ces deux déracinés qui s'aiment, se marient et ont une petite fille. Dire que je suis née d'une danse serait un raccourci rapide, mais l'idée ne me déplaît pas. Me voilà donc née d'une danse au cœur de l'île Saint-Louis. Une vraie Parisienne d'origine alsacienne et fière de l'être. La question s'est certainement posée de savoir si je serais protestante ou catholique, mais je n'ai aucun souvenir de guerre de religion à la maison. Et pourtant, du côté Oberlin, le nombre de pasteurs ne manque pas pour peser lourd dans la balance. Pour ne parler que du dernier. Jean-Frédéric Oberlin, pasteur protestant alsacien, piétiste et apôtre du progrès social. L'œuvre de cet homme est belle et respectable. Et il a placé la barre très haute. En effet, très rapidement au cours de sa vie professionnelle, cet homme développe une industrie de tissage en favorisant le travail à domicile. Puis, dans le domaine de l'agriculture, il se lance dans l'introduction de nouvelles semences et de nouvelles techniques de culture comme l'amendement des sols, l'irrigation, la plantation et les greffes d'arbres fruitiers. Jamais à court d'idées, il organise un réseau routier pour désenclaver le banc de la Roche, une ancienne seigneurie devenue un comté situé aujourd'hui dans le canton de Schirmeck. Il améliore des conditions d'hygiène et d'habitat, et finance la formation de personnes capables de prétendre à des professions utiles au bien public, comme le métier de sage-femme. Il ouvre des instituts de préscolarisation encadrés par des femmes qualifiées portant le joli nom de conductrices de la tendre enfance. L'innovation est révolutionnaire pour l'époque. Arrivé au banc de la Roche, où sa fonction de pasteur le sédentarise, il se retrouve à la tête d'une paroisse de 80 à 100 familles réparties dans 5 villages. Au début du XIXe siècle, à la fin de son ministère, la population s'élève à 3000 personnes. J'admire l'engagement républicain et le génie de cet homme, à concilier ainsi les obligations de son ministère et les lois civiques. Sans oublier sa compassion pour le sort des esclaves noirs qui le conduit à renoncer à la consommation du sucre et du café, car ces ingrédients lui semblent arroser du sang de ces hommes. Et puis, toujours très actif, Jean-Frédéric Oberlin invente des moyens ludiques, comme un jeu de cartes pour faciliter l'enseignement de la botanique. Physionomiste, il collectionne un grand nombre de silhouettes représentant des personnages locaux, en bas desquels il écrit quelquefois son jugement sur ceux-ci. Il possède également une collection de pierres luisantes et de toutes couleurs, dont il se sert pour tirer des conjectures sur le caractère des personnes d'après la préférence qu'elles donnent à l'une ou à l'autre. Aujourd'hui, en son honneur, 3 villes et une université de l'Ohio, aux États-Unis, portent son nom, ainsi qu'une université japonaise. Plus près de nous, dans sa région d'origine, la ville de Waldersbach compte un musée interactif nommé Jean-Frédéric Oberlin, consacré à l'œuvre de cet homme. À Strasbourg, la rue Jean-Frédéric Oberlin perpétue son souvenir. Un bel hommage aussi à l'Oberlin noir, un cépage que je ne renie pas. Et pour cause. Mon prénom est dérivé de Dionysos, dieu de la vigne et de l'extase dans la mythologie grecque. Et puis il y a moi, Denise, sans frère ni sœur parce que mes parents se sont mariés en 1939. Mon père est fait prisonnier au tout début de la guerre, et envoyé en Allemagne. Pendant ces mois de détention, par chance, il réussit à s'évader du camp de travail, sans être repéré par la population locale, grâce à l'alsacien qui est un dialecte de l'allemand. Tous les Alsaciens comprennent l'allemand, même s'ils ne veulent pas l'avouer. En France, en ces années particulières, il n'est pas bon de parler cette langue. Cependant, c'est grâce à la pratique de celle-ci que mon père revient à Paris. La vie reprend son cours. Dans son emploi, mon père s'investit beaucoup dans ce que l'on appelle alors la défense passive. Elle consiste, entre autres, à aider et guider la population civile vers les abris en cas d'alerte. Je l'entends encore dire à ma mère. Quand je suis là, on reste dans l'appartement malgré les alertes, mais quand je ne suis pas là, vous partez au 17 rue du Petit Thouars. Les caves de notre immeuble servant à entreposer le charbon, il est impossible de nous y réfugier. En revanche,
rue du Petit Thouars, la cave, toute cimentée, constitue un véritable abri où il règne une sorte de convivialité et de solidarité, de partage des émotions aussi, entre les occupants de passage et les habitués de l'immeuble. L'annexe de l'usine, qui emploie mon père, se trouve à Aubervilliers dans le nord de Paris. Malheureusement, le 3 août 1944, 3 semaines avant la libération, un dernier bombardement éclate porte de la Chapelle. Un obus tombe sur l'annexe où mon père a pris son poste le matin même. Ironie du sort, il meurt. Tué par des bombardements alliés. Mon père est enterré au cimetière d'Aubervilliers, dans le carré des militaires et des morts pour la France, au cours de cette Seconde Guerre mondiale. Maman devient donc veuve de guerre, et moi, pupille de la nation, à l'âge de 3 ans et demi. Elle ne s'est jamais remariée. Elle s'est entièrement vouée à mon éducation, et le temps a passé ainsi à organiser notre vie. Seule. À cette époque, nous habitons toujours près de la place de la République, dans la cité du Petit Thouars qui s'ouvre sur la rue éponyme, à 2 pas du carreau du Temple. Notre quartier est un village comme il en existe beaucoup à Paris. Le dimanche matin, nous faisons les courses, et surtout, nous achetons notre demi-lapin dominical au marché des Enfants Rouges, rue de Bretagne. Les courses durent un temps infini. Ça dure et ça dure parce que tout le monde parle, tout le monde raconte sa vie. On appelle cela du papier pipelette, du papier concierge qui sait tout ce qui se passe, le pire comme le meilleur. Le bon côté est qu'à cette époque, personne ne serait jamais mort tout seul dans l'immeuble sans que notre concierge, Madame Boucher, s'inquiète de ne pas voir passer les habitants. C'est trop. Parfois, un peu envahissant, mais tout de même, la solidarité existe. Je côtoie pas mal de gens, dont je conserve encore les souvenirs tant d'années plus tard. Par exemple, celui d'une locataire amoureuse d'un soldat allemand. Il se bécote là, devant la cave. Je suis toute petite, pourtant il y a des choses qui s'impriment. Surtout plus tard après la guerre, lorsque je revois cette pauvre femme. La tête rasée. À la fin des années 40, chaque quartier vit presque en autarcie avec ses artisans. Je me souviens de Monsieur Blessig, plombier, des chanteurs des rues auxquels on jette par la fenêtre quelques piécettes enveloppées dans un morceau de papier journal pour qu'elles ne s'éparpillent pas arrivées au sol, du vitrier qui arpente les rues en criant « Vitrir », la démarche alourdie par un stock de vitres de tout format accroché à son dos sur un chevalet métallique, des matelassiers qui travaillent dans les cours des immeubles, et des concerts du samedi soir, donnés par la garde républicaine sous le kiosque du square du Temple. Régulièrement avec maman, nous retrouvons des pays qui jactent en alsacien. Je ne comprends rien à ce dialecte, mais je ressens que cette langue fait assurément partie de moi. Je la découvre plus tard. Très vite après la guerre, la télévision entre dans les foyers. Nous n'avons pas les moyens d'avoir un poste chez nous, mais naturellement, un rituel de voisinage s'installe. Le mercredi soir, nous allons chez le plombier regarder La Piste aux étoiles. Un spectacle éblouissant tourné dans le somptueux cirque d'hiver, ou dans l'immense cirque Pinder. Je me souviens de l'excitation lorsque l'orchestre du cirque entame avec fougue la marche de La Piste aux étoiles. Puis, l'arrivée sur la piste de Monsieur Loyal, incarné par Roger Lanzac, présentateur incontournable, qui annonce les numéros du spectacle avec une formidable admiration. Chaque artiste nous tient en haleine. Mesdames et messieurs, exceptionnellement de passage à Paris. Vous allez avoir la chance de le plus grand spectacle du monde, des artistes que le monde réclame. Et arrivent de magnifiques majorettes qui ouvrent et ferment le rideau grandiose pour une entrée spectaculaire des artistes, des clowns et des animaux. J'en prends plein les mirettes à chaque fois. Quel spectacle! Quel enthousiasme! Quel enchantement! Des noms comme Marici et Gilbert Carpentier, Pierre Tchernia résonnent pendant des décennies dans notre paysage télévisuel. C'est l'époque de l'ORTF. Le jeudi soir, nous allons chez Madame Arény voir Elliot Ness dans Les Incorruptibles, et retenir les règles, le courage, l'intelligence et l'intransigeance de ces hommes avec la loi. L'ORTF est un service public dont la mission consiste à éduquer les gens à travers des programmes culturels et des émissions de variété et d'information. Je me souviens des interviews de Denise Glaser, des apostrophes au théâtre ce soir, de 5 colonnes à la une. Toutes ces émissions contribuent, avec la radio, à nous éveiller et nous ouvrir l'esprit. C'est le complément de ce que l'on apprend à l'école, et de ce que nous transmettent nos parents.
À l'école, l'institutrice nous dispense des cours d'éducation civique et de morale. Tous les matins en entrant dans la classe, nous trouvons une phrase de morale inscrite sur le tableau noir. Comme une entrée en matière pour réfléchir et apprendre le fonctionnement de nos institutions, des services de l'État, le respect des autres et de soi-même, la tolérance, la politesse et la cordialité. Tout ce qui fait que nous pouvons vivre en bonne fraternité les uns avec les autres, et aussi nous rappeler que nous sommes responsables de nos actes. Responsables de ce que l'on n'empêche pas. Nos actions et nos dires ont une influence bonne ou mauvaise sur notre entourage. L'État, l'école, la famille, les voisins et les religions jouent un rôle prépondérant dans l'éducation des enfants. Ma mère obtient un emploi d'assistante maternelle dans une école. Par la suite, elle devient gardienne à l'école communale, rue Mellet près de la place de la République. Je vis donc constamment dans un monde de jeunes de 3 à 16 ans, et prends un grand plaisir à me retrouver avec d'autres enfants. De là à animer des colonies de vacances, il n'y a qu'un pas que je franchis avec beaucoup de bonheur. Moi qui n'ai pas de fratrie, je la trouve parmi tous ces jeunes. Je ne sais pas s'il faut croire au destin, mais tout de même parfois, certaines choses un peu étranges vous y invitent. De ma petite enfance, je retiens quelques anecdotes racontées ou suggérées par des photos. Par exemple, il paraît que je suis assez paresseuse, je ne marche pas avant 24 mois. Et oui, je me fais joyeusement trimballer par ma mère et quand nous rentrons de promenade avec maman, les voisins s'exclament « Tiens, voilà l'Alsacienne ». En revanche, lorsque je sors avec mon père, je marche à ses côtés, toujours très coquette. Je porte un grand collier et une robe en tricot jaune à rayures marron. Et quand je suis sage, je reçois un billet bleu d'une valeur de 5 farades représentant un berger pyrénéen. Voilà résumé toute cette enfance heureuse, malgré nos petits moyens. En qualité de pupille de la nation, je bénéficie de quelques modestes avantages, tels qu'un goûter annuel offert à la mairie de Paris. Ou une place pour assister de temps en temps à une revue au Cirque Medrano, situé à l'époque sur le boulevard de Clichy. Et le cinéma, une fois par an, je vois un film à grand spectacle Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.